Cet ordre. Bon, salut Camille. Salut Armel, merci pour ton invitation. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça Je va suis bien. hyper excitée de parler du système nerveux et de tout ce dont on va parler. Ouais, et ben moi aussi, parce que voilà, je pense que ça va arriver à pic dans un moment aussi de nouveau très important où on a besoin de prendre soin de tout ça, de nous, de notre santé mentale, comme tu en parles beaucoup, et puis de comprendre un petit peu de manière pratico-pratique comment ça marche, parce que bon, avoir des concepts, avoir des connaissances, c'est hyper important, mais comment on fait pour les mettre vraiment en pratique dans notre vie quotidienne de tous les jours, et c'est ça qu'on va essayer de voir un petit peu ensemble, entre autres, en parlant un petit peu de ton parcours, en parlant un petit peu de comment tu es tombée dans toute cet axe incroyable de la santé mentale et autour principalement du système nerveux, euh, pour que les gens puissent comprendre vraiment ton parcours et ce qui s'est joué aussi dans ta vie. Parce que j'imagine très très bien qu'il y a plein de raisons extrêmement intéressantes, extrêmement puissantes et d'expériences de vie qui sont associées à ce choix. Parce que c'est toujours comme ça, quand on est passionné par quelque chose, on l'expérimente d'abord en nous-mêmes. Ouais, exactement. Et moi, bon, le parcours, il n'a pas commencé véritablement avec la santé mentale. Alors, c'est toujours lié parce que je pense que quand il y a maladie chronique, il y a un vrai sujet de santé mentale. Ça, c'est le sujet de tout un autre podcast et un sujet qu'il faut ouvrir encore en France. Mais ça a vraiment commencé pour moi avec l'asthme et l'eczéma. En fait, j'avais de l'asthme et de l'eczéma depuis toute petite, depuis toujours. Et puis j'étais arrivée à un moment de ma vie à la fac où je m'étais un peu résignée, tu vois, à me dire bon bah je vais vivre avec. Il n'y avait pas vraiment de solution. À l'époque, voilà, j'étais végane, donc je me disais mais je le fais tout bien, etc. Tu vois, sur la nutrition. En fait, il y avait plein de choses que je faisais pas bien, mais ça je l'ai su après. C'est des Euh, expériences de vie. ouais, exactement, exactement. Et puis je suis partie donc fast forward à la fin de mes études, je suis partie, j'ai lancé une start-up qui a pas marché, je suis partie en Inde. On n'a pas besoin de partir en Inde, je pense, pour avoir un éveil, mais moi, ça a été un grand accélérateur pour moi. Je suis partie, du coup, faire une formation de prof de yoga. Alors, en plein Mumbai, moi, c'était pas du tout Goa face à la mer et tout. C'était entre deux aéroports à Mumbai, donc il fallait vraiment trouver le silence intérieur pendant ce mois-là. Expérimenter les principes yogiques à la source. Vraiment, vraiment. Et puis c'était ouais, c'était un truc très traditionnel. Je pense qu'on devait être peut-être trois ou quatre étrangers. Il y avait que des Indiens. Enfin moi, c'est ce que je voulais, un truc vraiment très immersif. Et dans ces Indiens, il y avait tout particulièrement une Indienne qui s'appelle Rachna Shashi. Et il y a un jour où la prof de yoga, elle nous a proposé en fait de un peu raconter notre histoire. Elle nous a dit vous allez être prof de yoga, donc vous allez être amené à parler en public. Et donc je la vois qui s'avance avec une démarche un peu bizarre, tu vois. Et effectivement, elle avait une polyarthrite rhumatoïde dont elle s'était auto-guérie puisqu'elle ne voulait pas, voilà, le pronostic, Génial. le diagnostic, c'était qu'elle finirait dans un fauteuil roulant. Et elle s'est dit non. Et donc voilà, elle a fait un PhD en nutrition, un doctorat, etc. Donc maintenant, elle était docteur en nutrition holistique. Et quand j'ai entendu polyarthrite rhumatoïde, maladie auto-immune, j'ai tout de suite pensé à mon papa, parce que mon papa, il a une sclérose en plaques. Donc je ne pensais pas à moi au début. Mais je suis allée la voir et puis on a quand même parlé de l'eczéma, etc. Je suis rentrée en France, je me suis fait coacher par elle, j'ai appliqué tout ce qu'elle m'a dit. Et l'eczéma ouais, a commencé à disparaître en 3 semaines. Quoi. Enfin, ça a été hyper rapide, c'était vraiment le moment. Voilà, et j'ai lié ça aussi avec pas mal de principes yogiques et ayurvédiques du coup, parce que je revenais d'Inde, j'étais complètement immergée là-dedans. Et donc ça a commencé comme ça. Et puis après, l'eczéma a disparu. L'asthme, j'avais travaillé beaucoup ça avec un ostéopathe. Donc physiquement, si tu veux, ça allait vraiment mieux. Je sentais aussi moins d'anxiété. Et à ce moment-là de ma vie, j'étais encore beaucoup dans l'anxiété, c'est dans ma nature. Tu vois, ce que aujourd'hui, je m'applique vraiment à Des déconstruire. croyances limitantes Voilà. qui font des De ravages. Voilà, l'anxiété fait partie de moi, je suis anxieuse, il y a vraiment ce phénomène d'identification qu'il y a aussi dans plein de maladies chroniques. Hein. On s'identifie à je suis Ouais. migraineuse, j'ai de l'eczéma, il y a plein de maladies qui sont beaucoup de maladies d'identification. L'anxiété, pour moi, en fait partie complètement. Donc, j'étais vraiment dans ce truc, l'anxiété dans ma nature, mais il y avait une partie de moi déjà, qui n'était pas contente, une grosse énergie du ça suffit. Pour moi, l'énergie du ça suffit, elle est très, très puissante et qui dit c'est pas possible, je peux pas vivre comme ça. Moi, je veux pas me contenter de vivre avec moins d'anxiété, je veux vivre sans anxiété.
ce qui est voilà, pas la même chose. Et je voulais pas être, voilà, me réveiller le matin et pas savoir si j'allais être emportée par la vague ou pas, tu vois. Je voulais vraiment reprendre le contrôle. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à chercher, continuer à chercher. Ce que j'ai fini par faire, c'est faire la formation de Rachna en nutrition holistique. Donc, j'ai commencé à accompagner des personnes plutôt sur des maladies auto-immunes, des maladies chroniques, etc. Et puis, cette anxiété, le stress chronique, c'était encore le fil rouge, en fait. Dans les maladies chroniques, une grosse partie qu'il y a à faire du travail, c'est ce fameux stress management, en fait, qui je trouve pas du tout une bonne expression parce que ça renvoie un petit peu, tu sais, à quand tu vas chez ton médecin et te dit faut moins stresser, mademoiselle. Ouais. Et puis tu es là, super. Pas pratique, quoi. Ouais, voilà. Donc j'aime pas trop cette expression du stress management parce que ça fait très, voilà, ça devient très en vogue là en ce moment dans les entreprises, le stress management et tout. Mais voilà, c'est pour dire que l'anxiété, c'était vraiment un fil rouge que je voyais chez tout le monde. Et où chez moi aussi, ça résistait encore. Et je me disais, mais c'est pas possible. Et donc, c'est là où je me suis vraiment... Et je me suis dit, il manque encore une pièce au puzzle, des pièces au puzzle. La nutrition, pour moi, c'était la base, vraiment l'optimisation de la physiologie. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, on va pas se mentir, il y a 90% des personnes qui sont pas prêtes à aller chez le psy. Elles vont chez le psy, elles parlent, mais tu peux aller parler pendant 10 ans. En fait, si tu n'as pas assez de vitamine B, si tu es complètement inflammé, voilà. Après, du coup, j'ai écrit mon livre sur passer au mode de vie anti-inflammatoire. Si tu as tout ça, physiologiquement, si tu veux, tu n'es pas du tout prête à aller chez le psy. Donc, ça, c'est d'abord pour moi la première étape, c'est sûr. Pour Mais toi, après, c'est vraiment d'abord l'alimentation et ensuite le travail plus mental, psychologique. en tout cas, ouais, en tout cas, la physiologie, tu vois, que ça passe par l'alimentation, voilà, certains compléments alimentaires, il y a des huiles essentielles qui sont très soutenantes, voilà, plein de choses. Faire tout ce travail sur la physiologie avec des exercices de respiration, etc. Faire vraiment baisser l'inflammation dans le corps. On est quasiment tous inflammés aujourd'hui hein, avec le mode de vie qu'on a. Faire baisser l'inflammation dans le corps, voir ce qui se passe au niveau des hormones. C'est hyper difficile de parler du système nerveux sans aller parler du système immunitaire, du système hormonal. Pour moi, c'est des triplés, ces trois-là. Et puis le système digestif qui est au cœur de tout ça. Mais il faut parler de ces grands systèmes. On ne peut pas voilà, continuer avec cette médecine. Moi, j'appelle ça la médecine de l'éléphant, tu sais, où il y a un docteur à chaque patte de l'éléphant. Puis en fait, il ne voit jamais l'éléphant en entier. Ouais. Intéressant, ouais, le côté très compartimenté Voilà. on a fait. Tu as le médecin qui va s'occuper de tes bobos au cœur, tu as le médecin qui va s'occuper de tel bobo à tel endroit du corps et tout est séparé. Ouais. Ouais, tu vois, et moi, quand j'ai des personnes rien qu'en séance découverte pour savoir si elles veulent s'engager en coaching avec moi, tout ça, pour moi, ça me met la puce à l'oreille. Quelqu'un qui me dit j'ai tendance à être ballonnée après les repas, j'ai un syndrome prémenstruel terrible, c'est des choses qui reviennent quasiment tout le temps, ça, en fait. Mais jamais on fait le lien avec notre anxiété, jamais on peut se dire ah, tiens, s'il y avait quelque chose ici. Alors que pour moi, tout ça, c'est des pièces du puzzle et on ne peut pas les ignorer. Quel psy vous demande comment vous digérez, tu vois? Ouais, bien sûr. Et ça, pour moi, c'est complètement aberrant, en fait. Donc voilà. Donc ça, c'est déjà optimiser votre physiologie, en fait. Et ensuite, aller faire le travail mental. Mais après, il y avait ces pièces du puzzle qui me manquaient. Et la grosse pièce du puzzle, c'était le système nerveux. On va en parler avec la théorie polyvagale. Moi, j'adore aussi une modalité de thérapie qui s'appelle l'IFS, l'Internal Family System, que je trouve hyper, hyper puissante. Voilà, il me manquait un petit peu tous ces aspects peut-être plus, je ne sais pas, qui tiennent mieux le plus du psychologique de la thérapie. Et donc, je me suis plongée là-dedans et j'ai vraiment, toute ma démarche, ça a été de commencer à faire de mon système nerveux mon meilleur allié, en fait. Ouais. Et c'est comme la physiologie. Je dis aux personnes, vous pouvez travailler avec ou contre votre physiologie, vous pouvez travailler avec ou contre votre système nerveux. Mais c'est beaucoup mieux d'en faire un allié parce qu'on ne gagne pas contre son système nerveux. Ouais, c'est clair. Ouais, mais c'est un beau rappel, effectivement. C'est un travail d'équipe, c'est un travail, ce qu'on appelle holistique, tu vois, dans cet aspect. On prend en compte tous les aspects d'une personne, d'un être, pour voir où sont les dérèglements, pour pouvoir aller refaire un peu ce travail d'orfèvre et, voilà, et travailler de manière très, très subtile sur ce qu'il faut. Tu disais tout à l'heure que du coup, tu avais suivi les enseignements de cette femme qui s'appelle, je ne me rappelle plus son nom. Rachna. Ouais. Et qu'est-ce que tu as mis en pratique dans les premiers temps, en fait, qui t'a permis de switcher, de te dire waouh, c'est incroyable, ça fonctionne. C'était quoi les méthodes?
Alors, Rachna, du coup, c'est vraiment de la nutrition holistique. Elle est indienne, donc elle a quelques influences voilà, indiennes de l'Ayurveda. Ouais. Et moi, pour refaire un tout petit flashback aussi, quand je suis rentrée, je me suis vraiment dit, j'avais appris aussi, tu sais, toute cette nourriture sadhvique au Yoga Institute, finalement tout le mode de vie yogique qui, moi, m'avait beaucoup plus marqué que les postures et les asanas en eux-mêmes, tu vois. Je me Oui. disais, en fait, ce mode de vie yogique, mais c'est juste un trésor, en fait. C'est toutes ces méthodes de santé préventive, et c'est ce que fait beaucoup Rachna aussi, tu vois. Mais les méthodes de santé préventive et curative, c'était les mêmes en fait finalement. Et je me suis dit, mais c'est terrible, on ne peut pas garder ça pour nous, il faut partager ça vraiment. Donc je suis rentrée avec cette grosse énergie aussi de vouloir partager, mais je me suis dit, bon, Ouais. c'est d'abord ma propre guérison, tu vois. Ouais. Et voilà, donc dans les grandes lignes, j'ai mangé pendant 3 semaines du riz, des légumes. Le riz, c'est une céréale qui est très pacifiante pour l'intestin, avec beaucoup d'huile d'olive à la méditerranéenne dessus, une fois que la nourriture était dans l'assiette. Des exercices de respiration tous les jours. Alors ça, c'est vraiment le truc qu'on oublie en fait, la pièce du puzzle qu'on oublie. Mais moi, je l'ai vu pendant les 2 ans là, de coaching de santé. Les personnes qui vont tout bien faire sur l'alimentation et qui ne font pas les exercices de respiration, versus une personne qui fait tout bien et qui fait ses exercices de respiration, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est 50% de plus de résultats, Ouais. sans hésiter. Donc vraiment, ça, c'est super important. Et puis, j'ai commencé aussi ma pratique de breathwork Ça aussi, rebirthing. c'est un autre aspect de ton travail que je voulais aborder un petit peu avec toi. C'est effectivement cette association de la nutrition avec la respiration qui doit être magique pour connaître aussi, moi, être passée vraiment du côté yoga, puis respiration, puis coaching, puis quantique. Voilà, c'est des routes qui se croisent et qui peuvent ensuite se retrouver à certains endroits. Oui, le pouvoir de la respiration, on sait que c'est juste incroyable pour se réguler au niveau de tous nos systèmes d'ailleurs. Mais la respiration, en fait, c'est quand même le seul système qui est autonome. Tu n'es pas toujours en train de penser j'inspire, j'expire, sinon ce serait juste impossible, qui est autonome, mais sur lequel tu as le contrôle, en fait. Donc, c'est une porte d'entrée, mais juste incroyable. Et puis, il y a tous les aspects aussi, les bénéfices physiologiques, ça dont on ne parle pas beaucoup au niveau de la respiration, parce que le problème, c'est que voilà, le breathwork, les pranayama et tout, c'est pas forcément des choses qui sont backées aujourd'hui par des études scientifiques. Alors, des choses comme la cohérence cardiaque, par exemple, qui a été très développée par l'Institut HeartMath aux États-Unis, ça a été très backé par la science. Donc, il y a des études sur la cohérence cardiaque, il y a des études sur la respiration diaphragmatique, par exemple, donc cette respiration par le bas-ventre. Ça, c'est des choses voilà, sur lesquelles il y a des études. Il y a les travaux de Joe Dispenza aussi, qui fait pas mal d'études sur. Alors, ça, c'est plus sur la méditation, mais donc, il y a ces éléments vraiment scientifiques et du coup, on peut s'appuyer sur des études et dire des choses, affirmer des choses. Le breathwork rebirthing, par exemple, il n'y a pas d'études là-dessus concrètement sur le breathwork rebirthing, concrètement sur certains pranayama. Alors, sur certains pranayama, oui, mais vraiment pas sur tous. Donc, c'est des choses où on est toujours obligé d'y aller avec les pincettes. On ne peut pas faire vraiment d'affirmations médicales. Mais voilà, il y a 70% des toxines qui sont expulsées par nos poumons. On respire environ à 30% de notre capacité. Jamais personne ne respire complètement où je remplis mon abdomen, je remplis ma poitrine et puis j'expire. On respire jamais comme ça dans la journée en fait. Et si on fait 70% fois 30%, il nous reste un petit 20% d'expulsion des toxines dans un monde hyper toxique, bourré de perturbateurs endocriniens, de pollution. Donc après, on ne s'étonne pas qu'on est tous inflammés. Donc la respiration, on nous parle tout le temps, là ça va être le printemps, on nous parle tout le temps de détox, et on pense tout de suite alimentation. Mais si vous voulez détoxer, venez en breathwork rebirthing une fois par semaine, vous allez voir vraiment. Ça accélère les choses au niveau physiologique aussi, c'est juste incroyable. J'en profite pour donner un petit conseil de lecture qui là a été traduit en français pour une fois. C'est le livre qui s'appelle Respirer de James Nestor, qui est absolument extraordinaire ce livre. C'est notamment sur la respiration par le nez. Il y a énormément de personnes qui respirent par la bouche dans la journée ou dans la nuit d'ailleurs, sans s'en rendre compte. Moi, c'est un travail que j'ai beaucoup fait sur moi aussi parce que j'étais asthmatique, donc j'avais tout le temps le nez bouché, je respirais par la bouche. Et je suis arrivée au Yoga Institute et là, le prof de yoga a dit la bouche, c'est fait pour manger, le nez, c'est fait pour respirer. Là, je me suis dit, ok Camille, ça va être long. Ça va être long en moi. Mais voilà, j'ai rééduqué. En fait, ça s'est fait assez rapidement en 2-3 jours.
Et puis après, ça a été de rééduquer pendant la nuit, parce que pendant la nuit, c'est moins facile. Donc, il y a la technique de mettre un petit scotch sur la bouche, hein, qui est très efficace. C'est ce que tu as fait? Ouais, c'est ce que j'ai fait. Parce que du coup, tu Et vois, c'est vrai que sur l'aspect yoga, c'est un des premiers préceptes qu'on voit dans la respiration yogique, c'est vraiment de respirer par le nez. Moi, pareil, j'ai été formée avec des Indiens, tu vois, avec ce côté un peu militaire au Népal, tu vois, bon, voilà. Et c'est vrai que c'est comme ça et pas autrement, mais d'une certaine manière, effectivement, moi, l'idée que j'avais, c'était, enfin, ce qui sortait de leur enseignement, c'est effectivement que le nez avait des capacités de filtre beaucoup plus, filtrait réellement l'air qui entrait dans nos poumons et proposait du coup une qualité d'air mais incomparable. Et c'est vrai que du coup, changer ça, c'est incroyable pour le corps, quoi. ouais, ah oui, mais moi, tu vois, les premières nuits où j'ai mis le petit scotch sur la bouche et où du coup, j'ai respiré toute la nuit par le nez pour la première fois. Mais je me réveillais le matin, mais fraîche comme, tu vois, fraîche comme un gardon, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible, j'avais l'impression d'avoir dormi 30 heures, quoi. Non, non, Quels c'est... seraient les soucis ou le danger, s'il y en a un, de respirer par la bouche la nuit principalement? Qu'est-ce que ça engendre pour notre système? Bah, alors, déjà, tu le sens, tu te réveilles, tu as la bouche toute sèche. Souvent, Ouais. tu as le nez congestionné, en fait, parce que du coup, et ça, c'est un vrai cercle vicieux parce que je suis congestionnée du nez, donc du coup, j'ai l'impression de ne pas réussir à respirer, en fait, par le nez, d'avoir le nez tout constamment Tu as bien bouché. conditionné toute ta Et respiration. voilà, mais c'est le fait de respirer par le nez qui fait qu'il n'est pas bouché, en fait. Donc, il y a ça, et en fait, c'est ce que tu dis, il y a ce filtre, et puis on oxygène moins en profondeur, en fait, par la bouche. Tu sais, c'est très superficiel, Ouais. en fait, cette respiration par la bouche. Ouais. Et puis, alors, il y a plein de conséquences sur le système immunitaire, sur le rythme cardiaque. Justement, James Nestor, dans son livre, il décrit tout ça, en fait, au niveau de la santé mentale aussi, des humeurs. Enfin, voilà. Lui, en fait, il a fait le test inverse. Pendant 10 jours, ils l'ont fait respirer par la bouche de façon Ah forcée, donc ils lui ont bouché le nez. C'était Et il un disait top sur le nez cette fois-ci. ouais, ouais, c'était incroyable, quoi. Ou un C'est pinceau. vrai qu'il parle aussi du diabète, enfin, il parle de plein de choses dans le livre où il décrit vraiment tout ça et au niveau physiologique, tout en fait enfin, part en cacahuète, tu vois, si je peux, Ouais, si je ouais, peux ouais. utiliser cette expression. Donc c'est... Tu peux. ouais. Non, Ouais. non, lisez ce livre, respirez, c'est vraiment Super. super. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément, tu vois, c'est ce qu'on disait au sujet de ce qui va amener notre transition parfaitement. C'est ce qu'on disait au sujet du livre de Deb Dana qu'on a toutes les deux, qu'on s'est montré juste avant de se retrouver d'ailleurs, euh, qui n'est pas encore traduit en français, mais du coup c'est intéressant parce que effectivement tu agis un peu comme une traductrice de certains concepts qui demandent à être vraiment vus, compris. Et c'est vrai que quand il y a des bouquins comme celui dont tu parles de James Nestor qui sont publiés en français, oui, allez-y à fond. On transitionne un petit peu sur cette notion de théorie polyvagale. Alors, c'est un nom qui peut faire un peu peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots succinctement pour comprendre un petit peu dans les grandes lignes déjà? Ouais, polyvagal, c'est juste pour nerf vague en fait. Donc vague, ça fait référence au nerf vague. Le nerf vague, c'est le plus long des nerfs crâniens. On l'appelle aussi le nerf crânien numéro 10. Et en fait, il part de notre tronc cérébral derrière la tête et il va innerver quasiment tous nos organes jusque dans l'intestin. Avant, c'est ce que Darwin, il connaissait déjà, hein, le nerf vague, mais il l'appelait le nerf pneumogastrique parce qu'il pensait que ça allait du cerveau au cœur. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que ça innervait jusque dans l'intestin. Et puis maintenant, bon, on parle quand même de l'intestin comme notre deuxième cerveau. Il y a le super bouquin là-dessus de Julia, de l'allemande, là, je ne sais plus. Ouais, ok. Il y a Enner, Ça me dit quelque chose. Alors, j'ai ouais, entendu, semblerait-il, ça pourrait être aussi notre premier cerveau. ouais, ah bah alors complètement. Là, sûrement, tu sais, le cerveau et l'intestin, je pense qu'il y a encore un grand pourcentage de choses qu'on ne sait pas. Ouais, Donc, ça ne m'étonnerait pas que dans les 10 à 20 années à venir, ouais. voilà, on se update aussi à ce niveau-là complètement.
c'est clair. Donc, la théorie polyvagale, oui, c'est un nom un peu barbare, il n'y a rien de barbare. En gros, on a tous entendu parler du système nerveux sympathique et parasympathique. C'est deux côtés du système nerveux. Donc, le parasympathique qui est responsable de la réponse de relaxation et le sympathique plutôt de la mise en action. Jusqu'ici, on pensait qu'il y avait ces deux versants du système nerveux. Et puis, en 94, c'est une bonne année, c'est mon année de naissance, 94, le docteur Stephen Porges, qui avait beaucoup étudié les mammifères, lui, il a plutôt, en fait, c'est vraiment parti de là. Il a étudié l'évolution des mammifères et notamment le système nerveux des mammifères. Il a proposé la théorie polyvagale. Et donc, dans la théorie polyvagale, il y a un grand changement, c'est qu'on s'est rendu compte que dans le système nerveux parasympathique, donc celui qui est responsable de la relaxation, il y a deux branches, en fait. Donc, ça nous laisse avec, au lieu de ces deux versants du système nerveux, on a ces trois grands états. On a ces trois grands états et puis on a proposé cette image de l'échelle polyvagale, moi que j'aime vraiment bien utiliser parce que je trouve que c'est imagé. Imaginez-vous, si vous nous écoutez, vous imaginez une échelle. Tout en haut de votre échelle, vous avez cet état de sécurité qu'on appelle l'état vagal ventral. Vagal, ça fait toujours référence au nerf vague. Hein. Ouais, okay. L'état vagal ventral, ça c'est un état où je me sens en sécurité. Les sentiments, c'est plutôt ceux de la joie, de la compassion. Je suis capable d'être connectée à moi, connectée aux autres. Je sens cette résilience, ce courage, cette force intérieure aussi. L'état vagal ventral, ça ne veut pas dire que tout est rose dans notre vie. Hein. Tout n'a pas besoin d'être rose dans notre vie pour être dans l'état vagal ventral. C'est bien plus, ok, il y a des challenges, mais bring it on. Je suis prête, j'ai la résilience, j'ai la clarté pour trouver des solutions parce que j'ai cette fondation de sécurité en fait. Si je ne suis pas là-dedans, je drop d'un étage, ok, on descend d'un étage dans notre échelle polyvagale et puis on se retrouve dans l'état de fight or flight. Celui-là, on a plus entendu parler. Voilà. Donc, je me prépare à fuir ou à combattre. Comment ça se traduit? Ça, c'est typiquement l'état des personnes qui ont de l'anxiété. Souvent, on va être coincé dans cet état de fight or flight. C'est vraiment le monde me semble hors de contrôle, dangereux. Les autres aussi peuvent être un danger. Je sens une déconnexion des autres, justement. Mes pensées, elles vont être très tournées vers le futur, très évaluatives, calculatrices ou plutôt tournées vers le passé. Ça va être vraiment l'état de fight or flight. Et je peux sentir voilà, des tensions dans les muscles au niveau physique. On a typiquement les yeux qui vont s'écarter, la vision qui se focus. Voilà, on commence à entendre aussi. Ça, c'est absolument extraordinaire. C'est le vagal sympathique, hein, c'est ça. C'est exactement, c'est le système sympathique, ouais. Et c'est absolument extraordinaire. En fonction de l'état du système nerveux dans lequel on est, notre ouïe, notre vue, enfin littéralement nos sens changent en fait et s'adaptent. Donc ça, c'est extraordinaire. Et si, en fait, le fait d'être dans le sympathique, ça ne suffit pas à gérer la détresse du système, on drop encore d'un étage et on va dans ce qu'on appelle le shutdown, ou qui est la deuxième branche de notre fameux système nerveux parasympathique, qui est là l'état vagal dorsal. Et donc ça, le shutdown, ça va être vraiment, il faut vous imaginer les jours où vous avez envie de rester sous la couette, où l'anxiété, par exemple, elle est tellement forte, où la déprime, elle est tellement forte que j'ai envie de rester sous la couette. Je ressens aussi une déconnexion des autres. C'est pas la même déconnexion dans le fight or flight. Dans le fight or flight, c'est plus les autres sont potentiellement un danger. Ouais. Je me sens pas à l'aise. Oui, l'action, finalement, la réaction même. Ouais. Exactement. Où je peux devenir agressif dans le shutdown, c'est une déconnexion qui est différente. C'est plus une déconnexion de l'ordre d'une grande solitude qui peut être assez effrayante et qui va donner lieu à des pensées du style je suis seule, je suis pas soutenue, un peu cette solitude universelle. Tu sais, j'arrive seule, je meurs seule. C'est toutes ces pensées qu'on peut avoir quand on est en shutdown. Ouais, le spleen, la dépression qui peut être favorisée par cet état dans lequel on aurait été longtemps, etc. Exactement, on peut se sentir au niveau physique, voilà, vraiment un engourdissement des muscles. Moi, quand je suis en shutdown, j'ai l'impression d'être dans un film en ralenti, en fait. C'est un peu le slow motion, quoi, où il y a une vraie inhibition des mouvements. Moi, par exemple, j'arrive plus à manger, j'ai froid, enfin voilà, ça va être... Au niveau des sensations physiques, ça va se traduire différemment, chacun des différents états pour chaque personne, hein, c'est très personnel, mais en tout cas, c'est ça. Et puis, le monde va paraître vraiment... c'est sans espoir en fait, c'est sans intérêt, c'est sans espoir, c'est inutile. Ça va être un petit peu le shutdown. Et puis, voilà, quand on est anxieux ou en fait pour toutes les maladies mentales, et j'introduis vraiment ce changement de paradigme, comprenez les conséquences de cette théorie polyvagale, c'est un changement de paradigme énorme. Ça veut dire que si on voit toutes les maladies mentales ou les affections mentales, parce que, voilà, ou les désordres mentaux
sous le prisme ou à travers la grille de lecture de la théorie polyvagale, quand on a comment on dit struggle, quand on a du mal, ok, quand on a des difficultés avec sa santé mentale, c'est difficile, c'est juste des personnes qui ont perdu accès à cet état de sécurité à l'intérieur d'eux. Ouais. Rien de plus. Après, on met des étiquettes dessus, comme les maladies chroniques, en fait. C'est la même chose. On met une étiquette pour pouvoir donner un comprimé, d'accord ? Mais le vrai truc, c'est que c'est des personnes qui ont perdu l'accès à la sécurité intérieure, à des degrés plus ou moins différents et avec des manifestations, du coup, plus ou moins différentes. Mais ça change complètement de paradigme, en fait. Oui, complètement. C'est ça qui est super intéressant parce que du coup, déjà, ça nous donne un peu, tu parlais d'échelle tout à l'heure, mais ça nous donne aussi un cadre, une échelle pour savoir un petit peu où on se situe. Moi, je sais que pour avoir aussi, tu vois, appliqué cette théorie dans mon quotidien, pour m'expérimenter moi-même et voir, tiens, comment je suis justement quand je suis un peu dans cet état de shutdown dont tu parles, que moi, j'appelle aussi un peu freeze, tu vois, il y a cette espèce d'immobilité, tu vois, que tu peux ressentir au niveau physique. Tout est justement, tout manque de fluidité, etc. Mais c'est vrai que du coup, ça donne une petite idée de où est-ce qu'on est, est-ce que là, je suis plutôt en réaction, est-ce que là, je suis plutôt dans la peur, dans le côté j'analyse tout, l'autre est un danger, etc. Ce qui peut arriver, souvent on switch de l'un à l'autre et ça donne quand même voilà, une indication sur ce qu'on traverse et c'est vrai que je trouve que c'est génial de comprendre pourquoi en fait, et que ça a un sens, comme tu le dis, avec différentes sensations au niveau du corps, différents vécus en fait. Ouais, et puis c'est un changement de paradigme, premièrement, parce que du coup, c'est vraiment pas... Tu sais, quand il y a de l'anxiété ou quand il y a des affections mentales, il y a quelque chose qui va pas avec moi, tu vois. Genre, something's wrong with me. Je suis cassée, ça va pas. Non, vous n'êtes pas cassé, vous êtes juste coincé. Donc déjà, c'est vraiment un paradigme qui redonne de l'espoir pour moi. Ouais. Et puis, deuxièmement, ça permet vraiment de passer d'un rôle qui est très passif à quelque chose de complètement actif, en fait. Parce qu'aujourd'hui, je prends quelqu'un qui a de l'anxiété, ok, parce que je parle beaucoup de ça, mais quelqu'un qui a de l'anxiété, c'est quelque chose de très subi. On se sent souvent fatigué, drainé, il y a ces pensées en permanence dans la tête, etc. C'est quelque chose de très passif. On a l'impression de ne pas pouvoir du tout contrôler ses pensées. Voilà, puis il n'y a plus d'énergie disponible dans le corps non plus pour faire ce travail. Donc, si maintenant je change un peu de situation, je me dis, ok, je connais exactement mes sensations quand je suis dans tel état. Je connais exactement mes pensées quand je suis dans tel état. Et ben, ça me permet quoi ? Ça me permet de, quand je vais dans cet état-là, déjà, de développer des stratégies pour m'en sortir beaucoup plus rapidement. Donc, quelque chose qui m'emmène dans une vague d'anxiété qui dure 2 jours, bah, maintenant, ça dure 10 minutes. Oui, Deuxièmement, ouais. Voilà, exactement. Et puis, ça me permet aussi d'anticiper ces états. De dire, moi, par exemple, moi, c'est quelque chose que j'enseigne beaucoup aussi en coaching, à commencer à spotter son vocabulaire, tu vois. Moi, par exemple, je donne mon exemple personnel, quand je commence à dire, oh, je suis drainée, ça, je sais que je suis en train d'aller vers le shutdown, tu vois. Si je commence à me dire et tout, je suis drainée, donc je sais. Je dis, Camille, tout, on sait où est-ce qu'on est en train d'aller, tu vois. Et je sais aussi ce que j'ai besoin de faire pour remobiliser mon énergie. Justement, donc, c'est ce que je peux le faire en amont. C'est ce que ça me, tu vois, c'est ce que je voulais te demander. Quand tu prends conscience que justement tu es drainé, que tu es en train d'aller vers ce shutdown de ton système, quel est la pensée que tu as? Est-ce que tu cherches plutôt à te remonter sur l'échelle ou est-ce que tu te dis, ok, j'accepte? Est-ce que, tu vois, il n'y a pas un moment où on se dit, bon, je vais y aller, je vais aussi suivre ce que mon système m'indique, il me dit, voilà, tu as besoin de repos, tu as besoin de faire les choses différemment. Comment tu jauges ça? Ouais, complètement. Bah alors, ça va dépendre. Je pense qu'il y a des fois où aussi on n'a juste pas l'énergie disponible pour résister et c'est complètement OK. Donc, se laisser y aller. Après, il y a aussi cette conscience de je sais comment j'en sors, je sais exactement à quoi ça ressemble. Et du coup, tu vois, c'est différent d'être dans une déprime très noire, à peut-être un endroit assez sombre et tout, où on se dit, oh là là, mais je sais pas combien de temps ça va durer. Et puis, je sais que, voilà, j'ai peut-être eu un historique où parfois ça dure des semaines, tu vois, enfin, c'est vraiment dur. Alors que quand tu sais, voilà, que tu as des outils pour remobiliser ton énergie, déjà, tu y vas d'une façon différente, aussi avec une autre perspective. Et puis après, oui. Et après, moi, c'est vraiment, donc, on peut se laisser y aller complètement et puis se dire, ok, j'en sais rien, moi. Bon, bah, dans 1 heure, je vois, tu vois.
Dans une heure, je vois. Par exemple, moi, je prends souvent l'exemple de mon compagnon qui était aussi un grand anxieux. Lui, quand il va en shutdown, il sait, il va dans son lit, il regarde une série. C'est toujours la même histoire, tu vois. Ouais. Toujours, toujours. Et c'est OK, tu vois. Et très souvent, c'est presque irrésistible. Mais c'est presque qu'il sait qu'il va regarder ses 45 minutes de série et après, il va être capable de remobiliser son énergie. C'est super bizarre, tu vois. Mais ça, c'est vraiment sa Ouais, façon. et je pense que c'est vrai qu'on, du coup, en connaissant tout ça, on est différents vraiment tous et toutes, et que au final, c'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure off, off micro, justement, c'est un retour à cette souveraineté et à notre puissance que de connaître tout ça, de savoir comment s'auto-gérer. Moi, tu vois, je pense que je suis un petit peu comme ton chéri, je le sens, je me dis, ouh, là, je suis en train d'aller justement, tu vois, un peu profond. Il va falloir que je me pose et je sais que bah, ça va être beaucoup plus de méditation ou justement de rien faire, de me mettre dans le silence, dans le noir et de retrouver un petit peu justement mes batteries comme ça parce que je sais maintenant, comme tu le disais, tu t'inquiètes plus, tu n'étais plus dans cette espèce de dépression sombre, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, pourquoi ça va pas. Tu sais que voilà, c'est un cycle et tu sais comment en sortir. Et c'est vrai que se connaître, c'est à tous les niveaux, hein, dans tous les domaines qu'on pourrait évoquer, se connaître, c'est une puissance énorme. Ouais, ouais, complètement. Parce que bah, déjà, ça balaye pas mal de culpabilité. Mm. Tu vois, moi, là, toi, tu parlais du repos. Moi, le repos, ça a été un challenge, mais pendant des années, tu vois. Et j'étais tout le temps dans des cycles comme ça. Donc, je ne m'arrêtais pas pendant 2 mois. Je tombais malade 3 jours. J'étais obligée de me reposer, je recommençais. C'est pas hyper idéal, tu vois, non plus. C'est quand même le signe d'un système immunitaire un peu toujours sur ses gardes. Et ça aussi, encore une fois, c'est lié. Quand j'ai un système nerveux qui est tout le temps sur ses gardes, c'est logique que j'ai un système immunitaire aussi qui soit tout le temps sur ses gardes. Et un système hormonal, du coup, qui est disrupté. On revient un petit peu à nos trois grands systèmes. Hein, mais tu vois, donc pour dire, moi, j'étais clairement, quasiment, j'opérais 90% du temps hors de ma fenêtre de tolérance Ouais. avec un système nerveux en suractivation, quasiment tout le temps. Donc moi, le challenge pour moi, c'était de dire, OK, comment est-ce que je peux me reposer? Ouais. Et c'était impossible. Ça veut dire que moi, j'étais devant un film le soir, j'avais lancé ma startup, je bossais sur mon ordi en même temps. C'était Ouais. impossible pour moi. Même regarder un film, hein, c'était dur, tu vois. Alors que tu te dis quand même, un film, t'es quand même Ouais, bah ouais, c'est censé être quelque chose t'es de tranquille. sollicité. Ouais. Quels sont les signes, du coup, Camille, d'un système nerveux qui est vraiment saturé, en surchauffe, pour que peut-être les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent puissent détecter plus rapidement les choses? Ouais, alors, par exemple, sur la suractivation, je vais prendre. Alors, déjà, faut bien être clair sur le fait que c'est normal de fluctuer entre les différents états du système nerveux. Donc, il faut vraiment s'imaginer l'échelle et puis s'imaginer comme un crochet d'escalade là ou une ancre, ok, accroché en haut de l'échelle, bien accroché à ma sécurité. Ça, c'est un système nerveux qui est régulé. Et puis après, dans la journée, je me meus en fait le long de la corde et c'est normal. Par exemple, j'en sais rien. Je me lève le matin, je vais au bureau, il y a du trafic, ok, il y a des bouchons, il faut que je freine violemment. Bon, bah, il faut que je puisse mobiliser mon énergie. Si je suis toujours en mode zen, ça va pas le faire, ok. Donc, c'est normal de devoir mobiliser son énergie. Ou j'arrive au boulot, j'en sais rien, j'ai une mauvaise nouvelle, je voulais être en charge d'un projet et puis finalement, on l'a donné à une collègue. Ouh, je me sens un peu abattue. Là, je vais aller dans un espèce de mini shutdown, ok. Mais si j'ai cette résilience et que j'ai cette fondation de sécurité, je m'en sors, ok. Si je suis dans une suractivation constante, c'est là où, j'en sais rien, je reçois un email, ok, de ma supérieure qui dit il faut qu'on parle, tu vois, j'en sais rien. Quelque chose comme ça qui m'inquiéterait un petit peu, bah, ça m'envoie dans de la panique en fait, ou ça Ouais. m'envoie dans une grosse vague d'anxiété. Quelque chose qui m'agacerait un peu, ça me met dans une rage folle, je deviens agressive et je dis des choses que je vais regretter, genre 10 minutes plus tard. Tu vois. En fait, c'est vraiment, et moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent ça aussi en séance découverte, qui me disent Camille, ou en coaching, qui me disent j'ai l'impression que tout est fois 1000 en fait. Ouais. Et ça, c'est exactement quand je suis en dehors de ma fenêtre de tolérance, quand je suis en suractivation. Ou au contraire, si je suis en sous-activation, ça va être plutôt avant, j'arrivais à faire des choses et maintenant, le moindre truc me submerge en fait. Ouais. Le moindre truc me submerge, je suis paralysée. Ça va être plutôt une sous-activation. Donc, dans le cas de la suractivation, on va essayer de faire redescendre l'énergie. C'est vraiment comme si j'avais trop d'énergie dans mon système. Et en cas de sous-activation, au contraire, on veut remobiliser son énergie. Et il faut bien comprendre qu'on ne peut pas skipper des états sur l'échelle polyvagale. Donc, si je suis en shutdown, je vais forcément repasser
par un état de mobilisation de fight or flight pour revenir dans ma sécurité. Okay, c'est ça qui est super intéressant. Moi, tu vois, quand j'ai compris ça, en fait, je me suis dit, mais waouh, c'est incroyable. Parce que, tu vois, je savais justement, à mon niveau, voilà, très personnel, que quand j'étais dans cet état de shutdown, il fallait que je repasse par une suractivation momentanée pour pouvoir me remettre dans une activité et justement dépasser cette espèce de léthargie, presque, hein, parfois, pour pouvoir revenir à quelque chose de plus calme. Et c'est vrai que ça peut... Ouais, ça dépote hein, quand même, tu vois, quand tu passes du freeze au côté je suis en suractivation de tout. Ouais. Ouais, et il y a vraiment ce phénomène aussi. Peut-être la question que les personnes elles se posent en nous écoutant, c'est comment j'en arrive là, en fait. Comment j'en arrive à être tout le temps, à opérer tout le temps en dehors de ma fenêtre de tolérance. Il y a plein de choses. C'est là où le trauma aussi arrive, hein, cette notion de trauma. Donc, pour précision, le trauma, c'est pas juste les soldats qui rentrent de la guerre, c'est toutes les situations où on s'est senti impuissant à un moment de notre vie, où on s'est senti dépassé, impuissant, ou quand on était enfant, où il y a eu ce qu'on appelle des ruptures, donc ça veut dire où nos besoins n'ont pas été remplis et puis la rupture n'a pas été réparée. Okay, donc ça, c'est tout ça. Et en tant qu'enfant, on va absorber tout ça. Moi, je préfère dire absorber que apprendre, parce que apprendre, c'est intentionnel, mais un enfant, il n'apprend pas, il absorbe plutôt ce qui lui arrive. Donc, ça c'est le trauma. Et tout ça, tout le trauma, les émotions refoulées parce que c'était pas le moment, parce qu'à ce moment-là, notre survie était plus importante, ok. Tous ces mécanismes de survie, ça reste coincé dans notre système nerveux, en fait. Ça reste coincé. Et donc, moi, par exemple, si je reprends mon exemple, je trouve que c'est toujours plus parlant. Bien sûr. J'ai vécu dans un environnement où c'était très chaotique à la maison. Ça veut dire que j'avais des parents qui s'aimaient pas beaucoup, pour ne pas dire pas du tout. Mon père était malade, mais était quelqu'un aussi très colérique. Donc, c'était vraiment le chaos dans la maison. On ne savait jamais un peu ce qui allait nous tomber sur le coin du nez, ma sœur et moi. Donc, en fait, j'ai un système qui est habitué à un environnement chaotique et à un environnement dangereux, du coup, pour un enfant. Okay. Et en fait, on développe cette fameuse addiction émotionnelle, c'est ça. Je deviens addict parce que le cerveau, il aime ce qui est connu. Déjà, ça, c'est une première chose. Le cerveau, il aime ce qui est connu, même si c'est inconfortable. C'est pour ça que moi, ce truc de faut sortir de sa zone de confort, j'aime pas du tout cette expression parce que je vois pas en quoi la zone d'anxiété, c'est une zone de confort, tu vois. Donc, en tout cas, la zone du connu, c'était le chaos. Donc, quand la zone du connu, c'est le chaos et un environnement dangereux, se poser 10 minutes sur le canapé à rien faire, c'est impossible, en fait. Et puis, on est aussi dans quelque chose qui se passe au niveau biochimique. Ça veut dire que mon corps, il est tout le temps en train de pomper du cortisol et on devient littéralement addict à sa propre biochimie. Et il faut constamment matcher sa propre biochimie, sa biochimie intérieure, interne. Donc, c'est pour ça que quand j'ai des personnes qui me disent aussi, j'ai l'impression en fait qu'inconsciemment, je me remets toujours dans cette situation-là. C'est exactement ça en fait. Inconsciemment, on va rechercher. Ta physiologie a été habituée à le faire. Ouais. Exactement, exactement. Et donc moi, tu vois, je me suis construite et j'ai grandi pendant toutes mes études et les premières années de ma vie d'adulte à toujours me mettre dans des situations avec des deadlines pas possibles, des journées de 7h à 22h avec surtout pas une minute de pause parce que sinon, il ne fallait surtout pas que je me retrouve avec moi-même à rien faire, tu vois. Voilà. Et je devenais agressive, tu vois. Mon copain, par exemple, il me disait, mais Camille, pose-toi, repose-toi. Et en fait, je n'avais pas conscience de ça à ce moment-là, mais je devenais agressive. Et du coup, je prenais des choses factuelles, tu vois, mais tu comprends pas, il faut que je termine ça, ça n'avait rien à voir, on est d'accord, mais c'est qu'il fallait que je me mette dans ces situations-là, parce que ça matchait ce qui se passait à l'intérieur de moi. Ouais. Et donc, retenez aussi ça, s'il y a une chose à retenir de la théorie polyvagale, c'est l'histoire suit l'état. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre cerveau, c'est une machine à donner du sens. C'est tout ce que c'est. Donc, c'est pas la pensée qui déclenche l'anxiété ou qui déclenche la peur ou qui déclenche. Faut remonter en fait. La pensée, elle est née de l'état du système nerveux dans lequel j'étais. Donc, l'histoire suit l'état. C'est d'abord l'état du système nerveux et ensuite notre cerveau qui crée une histoire pour matcher ce qui se passe au niveau du système nerveux pour qu'il y ait une cohérence. Ouais. Ça, c'est super important et ça, c'est hyper déculpabilisant aussi. Ouais. Parce qu'en fait, quand je suis dans un monde dangereux, si je suis en fight or flight dans mon système nerveux, je ne peux que avoir des pensées calculatrices, tournées vers le futur ou qui ressassent le passé.
c'est caractéristique de cet état-là. Ouais. Donc, Ouais. donc c'est là où on peut commencer aussi à changer les choses, parce qu'on peut aussi commencer à se dire, j'arrête d'être dans un truc très forcé de faut que j'arrête de penser comme ça, faut que je redirige mes pensées, un truc très discipline, tu vois. On peut commencer à amener de la compassion. Amener de la compassion, ça veut pas dire être tout mou et ne rien faire et Ouais. être voilà, super indulgent avec soi-même, c'est pas ça. Mais comprendre que ça remonte Ouais. bien avant la pensée, tu Il vois. y a cette idée, comme tu viens de dire, de comprendre le simple fait de savoir en fait que, voilà, tu vois, par exemple, en parlant de ton histoire, te dire, ok, je sais pourquoi toute ma vie j'ai été attirée vers ce process physiologique et que ça s'est fait malgré moi, malgré ma conscience, parce que tu sais que tu es né dans cet environnement, que ça a été ton cadre, que ça a été ta carte du monde. Et aujourd'hui, ça a expliqué énormément de choses dans ta vie qui t'ont permis de savoir pourquoi tu avais ce penchant pour ce fonctionnement-là. Et de le savoir, c'est juste hyper, hyper important pour pouvoir faire les petits réglages nécessaires, quoi. Ouais, et puis c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, on reprend vraiment notre pouvoir. Ouais. C'est comme de la même façon qu'on n'est pas victime de ses gènes, tu vois, quand on dit je suis gros parce que tout le monde dans ma famille est gros ou je suis alcoolique parce que tout le monde dans ma famille est alcoolique. Ok, déjà, ça, c'est la racine, c'est le trauma, donc c'est encore un autre sujet. Mais on n'est pas victime de ses gènes. Ça veut dire que aujourd'hui, on sait qu'il y a l'épigénétique, qu'on est littéralement capable d'éteindre ou d'allumer nos gènes. Okay, c'est la même chose sur le système nerveux. On peut, même si on n'a pas eu cette régulation dans l'enfance, parce qu'un bébé, il n'a aucune capacité de régulation. Donc, un bébé avec un parent, c'est l'adulte qui amène la présence régulante dans la relation. Le bébé, il fait que co-réguler avec l'adulte. En fait. Ouais, c'est Voilà. externe, quoi. Voilà, donc tous ces livres-là, dans les années 70, qui disaient aux mères, il ne faut pas aller chercher les bébés qui pleurent la nuit, il faut les laisser s'autoréguler. C'est Un bébé, bullshit. c'est bullshit. Hein. Un bébé, ça va juste créer du trauma. C'est bullshit. Ouais. Non, mais t'imagines, un bébé tout seul dans une autre chambre la nuit, non, mais tu vois le truc, c'est effrayant, c'est effarant en fait. Donc Oui. ça fait que créer du trauma en fait, c'est tout ce que ça fait, mais ok. Mais déjà, on explique pourquoi, parce que le bébé, il n'a pas, son système nerveux, il n'est pas encore complètement formé, il n'a pas encore Pas autonome. la capacité d'autorégulation. Voilà. Donc, mais même si on n'a pas eu cette régulation, parce que les adultes autour de nous, bah, ils n'étaient pas capables de s'autoréguler, ou voilà, il y avait beaucoup de traumas, etc. C'est une hyper bonne nouvelle, en fait, la théorie polyvagale, parce qu'on est capable de s'autoréguler aujourd'hui, et donc on peut vraiment reprendre notre pouvoir. Je ne suis pas victime de mon enfance. Oui, donc tu vois, c'est vraiment, oui, on part pas, c'est une expression un peu cliché, mais on part pas tous avec le même jeu de cartes, oui, on part pas tous avec la même histoire, mais après, c'est vraiment, vraiment, on peut battre les cartes avec talent en ayant ces connaissances-là, et vraiment en inversant les choses, quoi. Ouais, c'est ce que tu dis. Finalement, on fait un lien direct avec cette idée d'épigénétique, donc d'être dans la capacité de modifier nos gènes, avec Ouais. cette idée de, oui, la théorie polyvagale qui nous permet de contrôler tout ce qui se passe à l'intérieur de nous en le décidant, tout simplement. Ça part d'une intention de changer et de mettre en place les changements qui vont être durables, quoi. Et de comprendre. Alors, tu vois, pour moi, la connaissance, c'est vraiment la première étape. Après, c'est un peu le piège de rester au niveau de la connaissance. Ça veut dire de rester dans les livres et tout. Tu sais, souvent, hein, je ne sais pas, ce livre-là, tu lis et puis il y a des exercices ou des pratiques où tu sens de la résistance. Donc, ça, c'est un peu le danger de rester juste dans la connaissance un peu livresque ou de rester dans l'analyse. Et c'est pour ça que moi, il y a plein de personnes qui viennent me voir qui me disent Camille, je suis en psychothérapie depuis 3 ans, mais là, je sens que je suis face à un mur, je suis coincée. Parce qu'on ne fait que parler, on reste que dans l'analyse. Moi, je suis allée voir un psychiatre pendant 2 ans. J'en étais toujours au même point au niveau de mon anxiété, toujours au même point parce que j'avais tout analysé, hein. Je pouvais te parler de toutes mes dynamiques et tout. Ouais, tu comprenais sur le plan conscient toutes ces choses, mais les intégrer, c'est autre chose. Ouais, en fait, c'est comme si mon corps et mon système nerveux ne croyaient pas ce que je racontais, tu vois. On était même en résistance avec ce que je racontais. Et puis finalement, il y avait un certain confort parce que tu analyses tout. Tu sors de chez le psy, tu es complètement drainé parce que tu as parlé pendant 1 heure. Tu te dis, ah super, j'ai fait un truc génial. J'ai lâché. Ouais. Et ça t'empêche d'être dans les sensations. Et l'analyse, elle te protège de ressentir dans le corps, en fait. Et là, moi, j'ai commencé le breathwork et j'ai vu qu'avec la respiration, je ne pouvais pas m'échapper. Et j'ai commencé à ressentir. Et là, ça a été toute autre chose, la guérison.
Ok, super. Et justement, Camille, peut-être pour terminer cet échange, comment toi tu accompagnes les personnes que tu coaches actuellement? Est-ce que tu as une méthode? Quel est le fil directeur que tu suis avec les gens que tu accompagnes? Ouais, alors moi pour le moment j'accompagne en individuel. Je pense que ce sera pour l'année prochaine le groupe parce que j'aime aussi vraiment la dynamique de groupe, mais pour le moment j'accompagne en individuel. Donc on se voit toutes les semaines en coaching et les personnes elles viennent aussi toutes les semaines en breathwork. Alors ça c'est, je les laisse gérer toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Il y a des séances de breathwork qui sont un peu plus intenses que les autres, donc parfois on a besoin de laisser décanter, déposer et intégrer les choses. Mais en tout cas ouais, c'est vraiment cette association du coaching et du breathwork et que je trouve très puissante parce que avec les séances de breathwork, on va intégrer dans le corps tout de suite ce qu'on a fait en coaching. Et le coaching, moi, je le conçois pas. Voilà, justement, je le conçois pas comme 1 heure de thérapie. C'est pas juste j'arrive, je parle et merci, au revoir, à la semaine prochaine. Je le conçois vraiment pas comme ça. C'est oui, j'arrive et je peux me déposer avec ce qui s'est passé pour moi dans la semaine X ou Y, bien sûr. Après, j'introduis aussi beaucoup de notions pour qu'on ait la même grille de lecture justement du système nerveux et beaucoup de pratiques. Voilà, alors, pas des pratiques qui prennent 2 heures par jour, on est d'accord, mais des pratiques parce que pour moi, c'est un processus en fait. Et du coup, on ne peut pas juste venir 1 heure, merci, au revoir. Et c'est vraiment un processus, c'est un travail qu'on fait ensemble Il pendant. faut mettre en pratique ce que tu vois avec les personnes, effectivement. Exactement. Mais tu vois, que tu fasses du breathwork, du coaching autour de la théorie polyvagale et du système nerveux, c'est toujours pareil. Dans n'importe quel milieu, c'est effectivement le thérapeute, le coach qui peut fournir, comme tu dis, une grille de lecture, des outils. Et puis après, c'est 50-50. C'est qu'est-ce que la personne est capable de mettre en place dans sa vie. Et c'est au départ un petit peu plus difficile, je trouve, parce que oui, c'est une reprogrammation, une réorganisation générale de ton quotidien. Tu dois avoir de nouvelles habitudes. Et au début, c'est un peu compliqué de changer des habitudes, effectivement, et ça devient de plus en plus facile. Mais oui, c'est une expérimentation directe de ce que tu vas fournir à tes clients, quoi. Ouais, et tu vois, moi, sur le pourcentage, je le vois comme une vraie inversion. Tu vois, je me dis, OK, Mm. au début du coaching, c'est moi qui apporte 90% des Mm. croyances parce que j'ai les connaissances que j'ai et je vois Ouais. peut-être que la personne, elle ne voit pas encore en elle, tu vois. Donc, elle Et a au juste final, ces, tu vois, ça trouve un exactement. équilibre. Elle a juste ces 10% restants à amener. Et puis, au fur et à mesure du coaching, en fait, le but, c'est qu'elle finisse avec les 90, les 100% même. Jusqu'au 100% de la suite. Voilà, où elle n'ait plus besoin de moi. C'est ça. Exactement. Donc, c'est cette inversion, voilà. Ouais, Ou c'est beau progression. de voir Mm. les choses comme ça. Et voilà, je pense qu'on est assez proche sur notre éthique, sur notre façon d'accompagner les gens. C'est comme ça que je le vois aussi, qu'à la fin, voilà, mais enfin, plus beau cadeau que de se dire j'ai accompagné une personne qui peut maintenant s'auto-gérer dans ses émotions, dans sa vie, dans tout, dans son quotidien. Et pour moi, c'est qu'on a réussi, tu vois, c'est que le job est fait en tant que coach, thérapeute, accompagnant. Exactement. Oui, et l'effet domino est exceptionnel en fait. Parce que Ouais. ça va avoir des effets sur toute une famille, sur des enfants, des futurs enfants. Enfin, ouais, c'est C'est vrai, on incroyable. n'imagine pas l'impact que ça peut avoir en dehors de la vie de cette personne. Ouais. Ouais, ouais. Super, merci Camille, merci beaucoup. Est-ce que Merci tu à voudrais toi. terminer par quelque chose, je sais pas, une petite phrase, une petite pensée, un petit conseil? Qu'est-ce qui te vient? Ouais, bah, enfin, vraiment dire aux personnes qui sont peut-être au début de leur chemin de guérison ou qui ont commencé un chemin de guérison depuis longtemps et qui se retrouvent peut-être à un moment où face à un mur, où on se sent coincé justement, vraiment de garder ce mantra. Empruntez mes convictions, mes pensées, mais empruntez ce mantra de vraiment je suis coincée, je suis juste coincée en fait. Mhm. Et n'abandonnez pas jusqu'à trouver la personne qui va résonner avec vous. Je pense Mhm. que la relation coaching, on n'a pas besoin d'être les best friends forever, c'est pas ça. Mais Mhm. trouver la personne qui va résonner avec vous, qui va pouvoir tenir l'espace pour vous pendant ce processus. Et c'est un processus super magique. Il y a des bumps on the road, c'est pas toujours confortable, mais justement, Ça en c'est fait pour partie. ça que c'est fait. Voilà, c'est pour ça que c'est fait. Et puis entourez-vous de personnes qui ont des systèmes nerveux régulés. Ça, c'est aussi un gros Mhm. élément de chemin de guérison. Entourez-vous de ces personnes qui ont cette régulation. Vous le sentez, hein, des personnes où vous vous sentez juste bien en leur présence. Voilà, utilisez ça au début. Parfois, au début, il y a des personnes qui n'ont pas du tout de capacité d'autorégulation. C'est OK.
aller chercher ce qu'il y a. Ça peut être des microsecondes. Vraiment, moi, j'ai des personnes avec lesquelles je commence, les angles de sécurité, c'est des microsecondes. C'est une seconde de sentir l'odeur du café le matin. Et c'est ma seule angle de sécurité dans la journée, parfois. On en est là. Et c'est OK. C'est OK. Vous commencez avec ces secondes-là et la fenêtre de tolérance, elle va s'élargir de plus en plus. N'abandonnez pas, ça se fait pas du jour au lendemain, mais vraiment, vraiment, ça se fait. Et après, la vie, elle n'en est que plus belle. Deb Dana, elle dit, la théorie polyvégale, c'est la science de se sentir assez en sécurité pour tomber amoureux de la vie. Et c'est vraiment ça. Magnifique. Moi, ça résume tout le travail aussi, ce que je fais. Je trouve que c'est très bien résumé. Super, parfait. On ne pouvait pas mieux terminer, je pense, Camille. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. J'espère que toutes ces choses auront pu donner des belles pistes aux gens qui nous auront écoutés ou regardés, j'en suis certaine. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, on n'est qu'au début peut-être de toutes ces connaissances-là. Et tellement de choses vont pouvoir émerger les années à venir. Ouais, on a hâte. On a hâte. Merci. Merci Armelle. Je t'embrasse. Merci.